Alors vous connaissez probablement TensorFlow, hein, cette librairie open source dédiée au machine learning. Il y a une petite expérience amusante qui a été créée par ce site, Scroobly, qui vous permet, alors je ne peux pas vous lancer l'expérience en direct parce que ma caméra est déjà utilisée par l'appli d'enregistrement avec laquelle j'enregistre la présente vidéo, donc je vous lance juste la petite vidéo, ce petit POC qui a été créé qui vous permet de dessiner un petit doodle et ensuite de l'animer simplement en bougeant devant. Vous allez voir dans quelques instants, hop, donc un utilisateur dessine cette espèce de bonhomme, quoi, en fait, tout simplement. Et les mouvements, en fait, qu'effectue le bonhomme sont les mouvements interceptés par la caméra. Donc voilà, une petite expérience qui permet de retrouver cette âme d'enfant qui n'est jamais loin chez le développeur. Donc voilà, l'URL c'est scroogly.com. N'hésitez pas à aller jouer avec. Et je vous rappelle que TensorFlow vous propose TensorFlow JS pour les développeurs JavaScript. Donc c'est vraiment une raison supplémentaire de l'ajouter à notre petite boîte à outils. Bienvenue sur Code Concept, la chaîne qui booste votre progression en JavaScript front, back et full stack. Abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Dans un genre un peu plus sérieux, bon, je vous parle régulièrement d'Adi Osmani. Adi Osmani, donc c'est un Googler britannique, donc qui travaille chez Google. Je crois qu'il travaille sur l'équipe de Lighthouse. En tout cas, il travaille sur l'équipe qui bosse étroitement avec Chrome. Et cette fois-ci, il y a un gros article, bon, de nouveau, hein, la tête d'ascenseur, faut pas en avoir trop peur parce que je suis une grosse police quand j'enregistre. Et il vous montre comment améliorer les performances de votre site. C'est vraiment ce sur quoi il est lui. C'est vraiment un expert en performance. Et notamment, grâce au lazy loading, comment faire pour que le premier temps de chargement et le premier temps time to interactive, comme on dit, c'est-à-dire le temps nécessaire à ce que l'utilisateur puisse interagir avec une appli qui apparaît sur son écran ou sur son device, smartphone ou tablette, eh bien, comment réduire au maximum ce temps-là. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il vous montre en détail plusieurs techniques, dont le fait d'utiliser les imports dynamiques, voilà, notamment en jouant sur ces fameux imports dynamiques. Et la chose intéressante, bon, je vous laisserai lire l'article en entier, c'est qu'en fait, il vous incite notamment, par exemple, imaginons le cas où vous ayez besoin d'un player vidéo, ça doit être l'exemple au-dessus, voilà. Donc vous avez une page qui vous propose un player vidéo, mais peut-être que l'utilisateur ne la lancera pas et qu'il lira simplement le texte. Donc c'est dommage d'alourdir votre page en récupérant tout un player en BD. Donc ce qui vous fait, une des astuces consiste à avoir une capture d'écran qui représente le player et à ne télécharger le player lui-même qu'au moment où l'utilisateur clique sur play ou bien survole le player. Et donc il y a quelques astuces comme ça qui sont vraiment bien pensées. Voilà, on voit ce qu'il appelle le design pattern façade. Vous avez une façade de HTML et CSS seulement, et quand vous cliquez, sur un bouton là en l'occurrence, eh bien ça vous télécharge le reste du JavaScript qui est nécessaire pour une fonctionnalité que vous allez utiliser. Voilà, là par exemple dans cet exemple, le live chat, le chat n'est téléchargé qu'au moment où la personne souhaitera chatter, sinon ce ne sera qu'un bouton. Et donc il y a beaucoup d'astuces. Si c'est quelque chose que vous avez besoin de régler, que vous avez un site qui est trop lent et que vous voulez eh bien, le rendre plus rapide, c'est vraiment un très bon article, c'est très concret, il y a beaucoup d'exemples qui illustrent le propos, donc ça reste pas théorique. Ensuite, bon, les exemples jusque-là, c'était du vanilla JavaScript. À partir d'ici, ce sont des exemples propres à React, hein. Ça va utiliser Suspense, et j'oublie toujours le deuxième qui est avec, et Lazy, donc Lazy et Suspense. Et évidemment, les développeurs Vue, bon, sont pas en reste parce que bon, chez les anglophones, React et Vue occupent beaucoup de temps de blog. Là, ils vous montrent la même chose. Un exemple avec Vue. Et pour les développeurs Angular, eh bien, il y a un article du célèbre John Papa. Si vous faites de l'Angular, vous avez forcément vu une vidéo de John Papa, parce que c'est un évangéliste d'Angular, donc on le voit souvent dans des talks. Et donc vous avez l'exemple aussi de lazy loading avec Angular. Je vous mets tout ça en description. Alors, vous connaissez mon attachement pour RxJS. Hein, quand on commence à être à l'aise avec, on trouve vraiment que c'est une puissance et d'une flexibilité également incroyable. Et si vous n'êtes pas habitué avec RxJS, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai consacrée à RxJS, un petit POC d'une demi-heure. Et donc avec RxJS, l'intérêt c'est d'avoir des flux, et donc quand vous avez des flux, vous pouvez utiliser une des centaines d'opérateurs qui sont mis à disposition pour pouvoir merger vos flux, les concaténer, faire énormément de choses, hein, d'avoir une puissance incroyable. Eh bien, il y a un auteur qui a sorti cette librairie, RxJS Web, qui pour l'instant est en alpha, mais j'ai déjà pu jouer avec, et vraiment c'est excellent. Qu'est-ce qu'elle vous permet de faire? Elle vous permet d'utiliser les différentes API mises à disposition par votre navigateur. Bon, moi je ne savais pas qu'il y en avait autant, hein. Celle que j'utilise généralement, c'est celle qui permet de géolocaliser, vous savez, celle qui vous demande
quand vous allez sur un site, est-ce que vous autorisez d'être géolocalisé? Si c'est le cas, ça peut permettre de récupérer vos coordonnées GPS. En fait, il en existe, il en existe des dizaines. Il y en a même certaines qui vous permettent d'interagir avec l'audio, qui vous permettent de faire du text-to-speech, pour pouvoir lire du texte ou speech-to-text, pour écouter du texte et le taper. Des choses propres au NFC, un Near Field Communication, pour pouvoir permettre de scanner à l'aide de votre smartphone. C'est ce qui est utilisé en ce moment avec les titres de transport. Quand vous avez un titre de transport sur votre device, vous pouvez dans certaines villes vous en servir comme carte de transport. Eh bien, l'auteur a créé cette librairie qui vous permet d'interagir avec ces différentes API sous forme de flux. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et j'ai notamment joué, voilà, vous faites un simple npm install RxJS Web, et à partir de là, ensuite, vous pouvez utiliser sous forme de flux vos API, plutôt que soit des promesses ou des callbacks qui sont utilisés comme c'est le cas d'ordinaire. Par exemple, si on prend celle dédiée à la géolocalisation, vous avez vu, généralement, ce que vous faites, vous testez si le navigateur il a l'API géolocalisation, et s'il l'a, il n'y a pas plus d'exemples, voilà, si c'est là. Et donc, si elle est détectée, eh bien, vous pouvez faire de la géolocalisation. Voilà, vous avez vu, vous utilisez getCurrentPosition et vous passez un callback. Eh bien, lui, grâce à sa librairie, c'est plus un callback qui vous est mis à disposition, c'est un flux. C'est un flux, un stream, donc RxJS, que vous pouvez donc utiliser avec le pipe, la fonction pipe, et ensuite piper différentes fonctions qui vous permettent de jouer avec les flux. Et donc, ce que ça donnerait dans le monde des flux, après avoir installé RxJS Web, donc vous pouvez importer ce que vous avez envie d'utiliser. Ici, imaginons qu'on a envie de repérer les coordonnées GPS de l'utilisateur après qu'il vous a autorisé donc à connaître sa position. Vous pouvez importer from position depuis RxJS Web, et à partir de là, from position, ça vous met à disposition un flux de coordonnées GPS, et vous pouvez donc le piper pour ensuite utiliser tous les opérateurs auxquels vous êtes habitué, donc switch map, tap, etc. Plus anecdotique mais amusant, un calendrier de l'avant pour JavaScript. Donc là, voilà, on en a forcément de plus en plus, jour après jour. Et donc vous pourrez voir que vous aurez des petites techniques de JavaScript expliquées chaque jour. Si vous voulez bien commencer la rentrée 2021, eh bien vous pourrez commencer par ce petit meet-up. Donc sur MongoDB Live, vous pouvez vous inscrire et réserver votre mardi 12 janvier pour assister à des conférences, probablement en français. Mais bon, ça par contre je ne peux pas vous le garantir. Mais bon, comme c'est un MongoDB Live France, il y a de fortes chances. Captain Dev, que vous connaissez sans doute, vous connaissez sans doute avant, mais si vous suivez la chaîne, vous savez qu'on a fait deux vidéos ensemble récemment. Captain Dev sera lui aussi à une conférence qui s'appelle AsyncConf, et donc il sera speaker le 22 décembre à 11h30. Il y a quelques numéros de ça, je vous avais parlé du fait que les auteurs de librairies et de packages open source ont parfois du mal à boucler les fins de mois. Eh bien, vous avez Sébastien McKenzie qui est parti sur un projet très intéressant puisqu'il s'agit de créer Rome et qui veut remplacer rien moins que Babel, donc le transpiler, qui vous permet de transpiler du JavaScript plus moderne, du type ECMAScript 6, 7 et plus, en ECMAScript plus ancien pour que ce soit reconnu par des navigateurs plus anciens, le linter ESLint, Prettier, Yarn, etc. Et Webpack, tout ça dans un unique package qui s'appellera Rome. Alors c'est quand même pas n'importe qui, Sébastien McKenzie, puisqu'on voit qu'il a créé Babel et Yarn. Donc voilà, si vous voulez l'aider, il y a du funding. Alors ça peut paraître beaucoup, les sommes qu'il a déjà levées, mais en fait, il habite aux States, on sait que la vie est beaucoup plus chère. Souvent, aux States, il démarre avec des centaines de milliers de dollars de dettes, du fait que les études sont très coûteuses là-bas. Donc voilà, il ne faut pas imaginer que parce qu'il a déjà levé 36 000 dollars, ça lui suffira. Si vous avez envie de participer à un projet open source, celui-ci, c'est certain, qui nous servira. Moi, je sais que je veux le faire, mais après, chacun fait comme il veut. Un petit projet plus anecdotique, mais quand on a besoin d'un color picker, on est content, donc un petit nuancier qui vous permet de choisir des couleurs, d'en avoir un. Eh bien, il y a ce picker tout court, qui vous permet de vous créer une petite palette avec des couleurs prédéterminées, ainsi qu'un nuancier qui vous permet de choisir des couleurs intermédiaires. Et la chose est très simple d'utilisation. Et pour vous en servir, c'est très simple. Un npm install du package, donc add simonweb/picker ou un yarn add. Et ensuite, vous importez un thème qui vous intéresse, soit le classique, soit le monolithe, soit le nano. Voilà, classique, monolithe, nano, ils ont des tailles différentes. Et de là, l'utilisation est simple. Vous avez à disposition maintenant l'objet picker, qui vous met à disposition une méthode create et qui prend ensuite en paramètre un objet de configuration, comme on est habitué à la chose dans l'univers JavaScript.
Donc voilà, si vous avez besoin, vous avez des événements également, hein, associés init i de show. Voilà, vous pouvez écouter à l'aide d'un bon vieux on et vous passez ensuite en deuxième argument un callback. Pour les développeurs React cette fois-ci, c'est pas tous les jours que c'est le cas, mais vous avez en tout cas le tag table qui est mis à l'honneur de HTML. C'est vrai que comme on est gâté avec Flexbox, on a tendance à tout vouloir faire avec Flexbox, mais en fait, il y a quand même des cas où justement, quand vous créez des tables, après tout c'était fait pour ça, table, eh bien, bon, table est toujours plus approprié. Et là, l'article, assez long mais très bien détaillé, vous montre comment avoir un sticky header, c'est-à-dire d'avoir les titres des colonnes du tableau qui se retrouvent, qui peuvent rester donc au sommet du tableau. Et donc si vous voulez tout lire, je vous invite à le faire, c'est très clair. Vous allez voir les astuces utilisées, notamment le fait d'avoir un custom hook, use, voilà, use sticky header. Il me semblait bien qu'il y avait un custom hook dans cet exemple. Donc je vous laisse lire l'intégralité. Si vous préférez voir directement le code, voilà, vous pourrez voir l'exemple. Il y a une bonne astuce, hein. Finalement il est superposé, il y a toujours deux headers qui se retrouvent superposés, hein. Et bon, il explique pourquoi, hein. Il a joué, il a utilisé ce genre de technique, donc vous avez vu, c'est très convivial, ça vous permet quand vous avez de longues listes de pouvoir toujours garder à l'esprit quel est le nom des colonnes. Donc voilà, pour les développeurs React, selon l'article très détaillé, qui vous permettra en outre de pouvoir de nouveau mettre en œuvre la création de custom hooks qui sont devenus si importants à notre époque. Un autre article très poussé, avec un bon petit jeu de mots, vous connaissez le callback L, le callback L, c'est ce qui fait que vos codes se retrouvent avec une forme de pyramide qui va de plus en plus sur le côté du fait que vous avez un callback qui lui-même après va dépendre d'une méthode qui appellera, qui aura un callback également passé en paramètres et un autre, etc. Donc vous retrouvez avec du code voilà, qui part de plus en plus sur le côté. C'est pour ça qu'on avait, ça s'appelait The Pyramid of Doom, si je me souviens bien. Voilà, donc vous avez cette forme de pyramide hein, qui est de plus en plus marquée à mesure que vous appelez des callbacks. Vous avez vu ici, vous voulez faire un update, donc vous faites un put vers cette URL, et bah, ça se fait à l'aide ici d'un callback qui vous met à disposition la request et la response. Et vous voyez qu'ici, l'auteur a besoin de lire un fichier, donc il se sert du package FS hein, de Node pour lire un fichier. Et comme la lecture est asynchrone, bah, boum, vous avez de nouveau un callback. Donc ici, bon, il indique le chemin du fichier à lire. Et ensuite, quand si la lecture se réussit, alors soit si elle échoue, c'est du error first, et ben vous serez dans le cadre de l'erreur, donc la chose s'arrêtera ici avec une erreur 500. Sinon, si vous obtenez votre fichier, et là de nouveau, il va vouloir en faire quelque chose de parsé, et ça refait un callback appelé, donc voilà, c'est ce qu'on appelle le callback hell. Et bien lui, il a fait un long article pour en faire un callback heaven, un paradis du callback. Et ce qui est vraiment intéressant dans son approche, c'est qu'il vous a créé, bon il va se servir du currying, si vous vous souvenez de la chose. Enfin, je ne vais pas tout vous détailler, ça prendrait beaucoup de temps, mais il vous montre l'avantage d'avoir du then et du catch, hein, qui fait que ça c'était grâce aux promesses quand on était sorti du callback L, donc on pouvait chaîner des promesses, c'est quand même plus clair que de tout avoir imbriqué. Il a poussé la logique plus loin, en utilisant des techniques propres à la programmation fonctionnelle. Vous avez vu ici, ce serait une fonction qui prend des arguments et qui prend un callback. Eh bien, au lieu d'avoir cette logique-là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une fonction qui prend des arguments et qui retourne une fonction qui elle-même prendra le callback. Donc, on se retrouve, j'avais oublié le terme en programmation fonctionnelle qui fait qu'on a un seul argument. Il y a un nom en particulier, bon, c'est pas grave, c'est de la nomenclature. Et donc, il va partir dans cette direction-là. Vous avez vu? Il a maintenant cette fonction qui prend un argument, qui retourne une fonction qui prend elle-même un callback. Donc qui retourne une fonction qui prend un callback. Voilà, vous avez vu, ça donne ça. Et ensuite, il va continuer sa logique. Et il va quasiment vous recréer un espèce de RxJS. Et vous la reconnaissez, c'est une fonction de pipe qui vous permet, comme en RxJS, de pouvoir passer à pipe différentes fonctions. Donc au lieu de les chaîner, avec, on aurait une fonction, la fonction A qui aurait été appelée point, fonction B, point, fonction C, ben, il peut les passer, comme on fait en RxJS, à pipe. Là, il se recrée la fonction pipe, la fonction de lait, et il peut chaîner tout ça. Ensuite, il vous montre des exemples réalistes. C'est vraiment un très bon article. Si vous aimez, vous avez envie de creuser la programmation fonctionnelle, il vous repart d'un exemple infernal pour en faire un exemple plus classique avec du async await pour éviter le callback L. Et ensuite, il utilise le chaînage de fonctions avec sa fonction utilitaire flatten qui permet d'aplatir. C'est assez pointu, mais bon,
Parfois, pour en progresser, faut passer une petite demi-heure, une petite heure à se prendre la tête, à comprendre des choses plus avancées. En tout cas, c'est un très bel article, hein. From Callback Hell to Callback Heaven. Dans le même genre, mais en un peu moins violent. L'exploration de ce Async Disposer Pattern qui vous permet de pouvoir libérer des ressources une fois que vous n'en avez plus besoin et de pouvoir faire du nettoyage. Voilà, donc il veut faire en JavaScript l'équivalent de ce qui existe notamment en Java, avec ce try with resource, où il explique que dans cette logique-là, eh bien, on obtient un reader qui est bufferisé et qui est fermé automatiquement. Voilà, bah lui, il vous montre comment utiliser ce pattern, qui s'appelle le disposer pattern, et donc les différents défis à relever quand on veut retourner une donnée qui se trouve dans le try block. Donc vous avez vu, il montre ce qu'il a envie d'éviter. Il ne veut pas qu'on ait une variable qui se trouve en dehors du try et qu'on utiliserait ensuite, ici même. Donc lui, il a recours de nouveau aux fonctions, hein, qui est quand même la programmation fonctionnelle, on va dire, c'est l'élément essentiel, hein, qui est utilisé pour pouvoir sortir de beaucoup de difficultés. Donc voilà, au lieu d'avoir un screenshot qui se trouve en dehors du try, eh bien il retourne ce screenshot qu'il a récupéré. Là, c'est un exemple avec Puppeteer, mais c'est pas grave si vous ne connaissez pas Puppeteer. La chose importante, c'est voir qu'on n'a plus une variable qui est à l'extérieur, on a une variable qui se retrouve retournée directement, sans qu'elle ait avoir d'existence en dehors de la fonction. Parce que maintenant ici c'est une fonction, alors qu'avant c'était pas le cas. Enfin bref, si vous voulez explorer ce pattern, hein, qui vous permet de faire du nettoyage facilement quand vous avez besoin d'une ressource provisoirement et qu'ensuite vous voulez la libérer. Et la chose qui est vraiment intéressante, c'est que ça ressemble vraiment beaucoup à un custom hook qui aurait été créé en React. En tout cas, la logique est très proche. D'ailleurs, c'est bien indiqué dans cette partie-là. Et alors lui, ce qu'il a préféré faire, c'est d'obtenir une fonction qui sera dédiée au nettoyage. Et finalement, c'est dans sa méthode withBrowser qu'il y aura toute la logique pour... Bah là, ce dont il a envie de disposer, c'est d'une instance de navigateur, hein, qui est mise à disposition par Puppeteer. Et ensuite, de pouvoir nettoyer. Donc de pouvoir refermer l'instance de navigateur. Et la fonction qui fait le boulot, finalement, elle est passée, ici, hein, sous forme de paramètres. Elle aura à disposition un navigateur qui aura été créé ici même, dans la première ligne de la fonction withBrowser. Et c'est dans le finally que le browser est disposé, enfin qu'il est supprimé. Enfin, j'aime toujours ces idées où on mélange l'ancien monde, on peut dire à la télé, où on était tous ensemble, on regardait ensemble certaines choses. Et bah, le moderne, c'est le fait de lancer des vidéos chez soi depuis son poste. Bah, avec son projet, SyncroPlayer, vous pouvez lancer des vidéos, chacun dans votre coin, mais en les voyant de manière synchronisée. Finalement, c'est la réinvention de la télévision. Et bah, ça permet en même temps de savoir qu'on est en train de partager le même moment, comme si on était au cinéma. Ah, il y a une petite démo. Boum. Et donc si je prends cette URL, je vais la lancer dans un autre navigateur. Je le dépose. Et donc si je le lance ici, est-ce qu'on autorise la lecture? Oui. C'est synchronisé. Ah bah, c'est génial. Bravo Thomas. Voilà, si je l'avance ici, je suis à 2 minutes 29. Et si ici je décide d'aller plus vite également, je suis à 6 minutes 4, je suis à 6 minutes 4. C'est génial. Donc voilà, on peut se retrouver effectivement à regarder des choses de manière synchronisée et à pouvoir ensuite commenter ou si on a envie. Non, mais c'est une idée excellente, ça mixe la télé et puis donc l'ancien média qui permettait de regarder des choses en même temps, mais tout en étant libre et de pouvoir créer finalement soi-même sa séance. Donc bah, ça marche nickel. Essayez-le, et si vous aimez, n'hésitez pas à mettre une étoile. Enfin, un petit projet qui vous permet, si vous avez envie de pouvoir afficher ces ondes, ces waves propres à Siri, moi je sais pas d'iPhone, donc mais bon, enfin je vois bien à quoi ça ressemble. Eh bien, vous pouvez avoir ces formes d'ondes, vous pouvez jouer sur l'amplitude, vous pouvez jouer sur la vitesse. Pareillement avec celle qu'il y a dessous, hein. De nouveau, hein, c'est parce que j'ai une grosse police que je peux pas les afficher en même temps, mais on voit bien que ça influe bien à l'aide de ces contrôles. Et ça, c'est ce petit package qui vous est mis à disposition par SiriWave. Il suffit d'installer SiriWave, npm install SiriWave ou yarn add SiriWave. De là, vous l'importez depuis SiriWave. Et on demande une nouvelle instance. Et on passe un objet de configuration. Donc on pointe vers un certain élément, cet élément qui a pour ID Siri Container.
et on décide de lui donner une width et une height. Et donc toutes les options sont listées dans la documentation, hein, telles que si vous voulez que ça démarre tout seul, auto-start, si le canevas recouvre toute la width et la height, si vous voulez une couleur. Bon bref, c'est très bien fait, c'est très clair. Vous pouvez faire du start, du stop, définir la vitesse, l'amplitude. Un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si c'est déjà fait. Allez voir la vidéo sur RxJS également si ce n'est déjà fait. Car c'est vraiment RxJS et les flux, hein, de nouveau j'insiste là-dessus, c'est pas réservé aux développeurs Angular. Il se trouve qu'Angular a utilisé RxJS, mais RxJS est un projet bien distinct d'Angular. Vous pouvez en servir en JavaScript, avec React, avec Vue, avec Node. Et c'est vraiment, plus on se penche dessus, plus on est fasciné par le concentré d'ingéniosité que constitue RxJS.